Vous connaissez les 5 sens, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Est-ce que les femmes ont le même rapport au sens que les hommes, à votre avis? Miroslava, Christophe. On a le même rapport au sens. Je dirais que c'est au niveau plutôt du 6e sens qu'il y aura une différence. Ah oui. Mais au niveau des 5 sens, c'est une question. Ouais, par exemple, le rapport à la parole, Est-ce que le fait de parler, ça a la même signification pour un homme et pour une femme, par exemple? C'est en fonction de l'énergie dont la personne est porteuse. Si la personne est porteuse de plus d'énergie féminine, elle aura plus tendance à utiliser la parole. Si la personne a tendance à porter plus d'énergie féminine, qu'elle soit homme ou femme, c'est le propre de l'énergie, c'est l'une des caractéristiques de l'énergie féminine d'être plus dans l'expression par la parole. Ah oui, donc on est d'accord là-dessus. C'est mon point de vue en tout cas. D'accord, donc comme là je viens de voir que vous étiez en train de parler avec cette dame, et bon, ça aurait pu continuer pendant des années. Il y avait une sorte de plaisir à parler, comme ça, à échanger. Est-ce que par exemple, sans parler de questions personnelles, est-ce que par la parole, chez les femmes, et chez vous en particulier, est-ce qu'il y a un certain plaisir à dire des choses qu'on a sur le cœur, enfin de se révéler, enfin se raconter sa vie? Exprimer des émotions, partager son vécu, oui, c'est ça. Tout à fait, oui. Plus facilement que les hommes, à mon avis. Alors, une autre caractéristique du féminin, c'est cette nécessité, cette envie de partager, si oui, vous voulez. C'est communiquer. Oui. Voilà, d'être en reliance avec les autres personnes, exprimer des choses, écouter des choses, être dans le soutien de l'autre. Et donc ça fait partie des caractéristiques de l'énergie féminine. Donc, si une personne est porteuse de beaucoup d'énergie féminine, en général, c'est le cas des femmes, ça veut dire que cette personne, elle aura tendance à être plus dans le partage, dans l'échange, dans la communication. Au niveau des émotions tout particulièrement, elle le fera avec beaucoup plus de facilité. Alors chez les hommes, c'est quoi l'élément central, l'élément principal? Si la parole est importante pour la femme, quelle est l'activité qui serait importante en échange, en parallèle pour l'homme? Au-delà de la parole, moi, en fait, ce que je ressens, c'est que c'est surtout la volonté, la nécessité de partager, d'être en communion, d'être en communauté qui va définir la femme. Et donc ça peut être par la parole, ça peut être par les gestes, par l'entraide, etc. Et alors chez l'homme, c'est quoi? L'homme, lui, va être plus dans l'exploration de la nouveauté, il va être plus dans la prise de risque, il va être plus dans la compétition, là où l'énergie féminine est plus dans la reliance avec les autres, se soutenir dans le cadre d'un groupe. L'homme, lui, va être plus dans une énergie conquérante, dans une énergie de prise de risque, de découverte, d'aventure et aussi de comparaison et peut-être aussi de concurrence avec les autres personnes. Oui, mais est-ce que, par exemple, vous savez qu'on parle beaucoup du viol actuellement, des preuves de viol. Ouais. Est-ce que les hommes n'ont pas cette tendance justement à aller au contact physique avec les femmes, par exemple, une sorte de plaisir à être avec l'autre physiquement et pas seulement par la parole? Bien sûr, oui, mais enfin ça c'est le propre de la femme aussi. Enfin, la femme aussi a plaisir à être proche et de partager quelque chose, que ce soit avec les autres femmes ou avec l'homme. Mais en fait, vouloir être proche de l'autre ne conduit pas forcément au viol. Après, ce qui va conduire au viol, ça va être plus la difficulté à C'est toujours un excès. Mais la parole aussi peut être un excès. Oui, d'accord. Donc vous faites la comparaison entre le viol physique et le viol et un viol symbolique. Oui, et parfois l'un conduit à l'autre. Par exemple, la question de la violence, parce qu'on parle de viol, la violence chez l'homme peut être liée à une certaine violence de la parole féminine. Là, en fait, on a affaire à deux personnes. Du coup, si on est dans un engrenage malsain comme ça, on va être en face de personnes qui vivent dans une certaine souffrance et donc qui vont pas vivre le féminin et le masculin dans leur dimension sacrée, dans leur dimension belle, lumineuse,
qui vont être en souffrance et chacun va l'exprimer à sa manière. La femme peut-être avec ses moyens, avec des violences qui peuvent être symboliques par la parole, et puis l'homme peut être plus physique effectivement, mais par la parole aussi. Et donc en fait là c'est pas tellement l'attrait pour la parole ou pour le physique qui va faire la différence, c'est vraiment la souffrance de l'un comme de l'autre. Et donc dans cette souffrance, chacun va l'exprimer comme il peut, et c'est ça qui va ramener des situations compliquées comme ça avec oui, des il y a une engrenages. compulsion, il y a une compensation, effectivement, il y a un défoulement, effectivement. C'est le problème de la liberté aussi, liberté de la parole ou liberté de l'approche de l'autre. Souvent dans les relations entre hommes et femmes, c'est souvent l'homme qui prend l'initiative du toucher, du contact physique. Mais ça, c'est pour moi le prétexte. Ce qui pose réellement de problème, c'est ce que la personne porte en elle. Si elle porte en elle de la colère, de la souffrance, de la tristesse, elle va s'exprimer d'une manière agressive vis-à-vis de l'autre, que ça passe par la parole, par les gestes, par les comportements, par le rapport physique ou autre. Mais est-ce que ça n'est pas lié aussi à l'éducation, éventuellement? Bien sûr. Au rôle du père, par exemple, pour la femme, est-ce que le père joue un rôle dans cette maîtrise, d'apprendre ce contrôle de la parole, par exemple? Est-ce que les parents peuvent jouer un rôle, aussi bien l'homme, le père, la mère, par rapport à ce contrôle de la pulsion, par exemple, on pourrait imaginer qu'une fille qui n'a pas eu de père très présent, elle contrôle moins sa parole qu'un père qui a été plus à son écoute, plus attentif. Alors, au-delà, encore une fois pour moi, au-delà de la parole, il y a aussi le vécu du coup avec le parent du sexe opposé ou de son sexe, le modèle qu'on a eu. Malheureusement dans des familles où il y a eu des violences, même si on n'a pas forcément appris à la fille ou au garçon qu'il faut frapper l'autre ou qu'il faut se laisser frapper, malheureusement ce qui se passe après c'est que la personne va reproduire ça dans sa vie affective, même si c'est quelque chose qui ne lui plaît pas, elle va se retrouver dans des relations qui sont difficiles. Qu'il ait eu un rapport de la parole qui va être plus dans le domaine, comme de la censure, ou qu'on soit libre. En fait, ce que l'enfant va surtout voir, c'est l'exemple familial. Même si d'ailleurs les parents ne se frappent pas, on ne se font pas du mal devant les enfants, ils le ressentent et donc ils vont reproduire ce modèle par la suite. Pour moi, c'est au-delà de la pulsion en tant que telle. Pour moi, c'est pas tellement la pulsion qui va jouer un rôle, c'est vraiment la perturbation émotionnelle, psychologique et la souffrance dans laquelle va se trouver la personne, l'enfant qui va devenir un adulte, qui va provoquer ce genre d'agissement. Après, il y a aussi une dimension culturelle dans certaines cultures, dans certaines familles, dans certains milieux. Il y aura effectivement cette demande de fermer la parole, de ne pas s'exprimer, de ne pas exprimer certaines choses qu'on peut intégrer, ou au contraire, quand on grandit, on peut faire tout le contraire. Et donc, ça va dépendre effectivement de l'éducation qu'on a reçue. Mais toujours, pour moi, au fond, ce qui va être important, c'est si on a eu une famille équilibrée, harmonieuse, si on s'est senti aimé par les parents, même si cette famille avait une certaine censure de la parole, on va pouvoir construire des relations plus harmonieuses que si on ne sentait pas la chaleur, l'amour de la part des parents et entre eux aussi. Pour moi, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Est-ce qu'à votre avis, prenons le problème de la vie politique, par exemple, est-ce qu'à votre avis, les femmes doivent avoir la même place que les hommes dans la vie politique, au Parlement, ou dans le gouvernement, etc. Ou est-ce qu'il y a des périodes? Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je parlais tout à l'heure quand je vous ai rencontré, la périodicité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des périodes où ce sont plutôt les femmes qui vont jouer un rôle, et des périodes où c'est plutôt les hommes? Est-ce que vous voyez cette alternance quelque part dans votre perception des choses? Pour moi, ce dont on a besoin, c'est plutôt d'équilibrer la place de l'énergie féminine, de l'approche féminine et de l'approche masculine au niveau de la société. Est-ce que ça n'est pas lié pour équilibrer? Comment fait-on pour équilibrer? Est-ce qu'il ne faut pas équilibrer cela dans le temps? C'est-à-dire,
un temps pour les uns, un temps où on va plutôt vivre avec l'énergie féminine, et un temps où on va plutôt vivre dans l'énergie masculine. Par exemple, nous, on travaille sur des périodes de 7 ans, par exemple. En fait, ça dépend des cycles de vie, enfin des cycles, même au niveau des astres, enfin, comment dire ça. Il y a des périodes, effectivement, au niveau de l'humanité, où on a eu besoin de plus d'énergie masculine, ça s'est passé. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des périodes où il y a eu plus des énergies féminines, ça s'est déjà passé. Et de ce que je ressens, en fait, actuellement, ce qui doit se rééquilibrer, parce que c'est pas encore le cas, c'est qu'il y ait pas une prédominance de l'un vers l'autre, mais plutôt une complémentarité qui s'installe. Donc, de ce que je vois, de ce que je ressens, c'est quelque chose qui est en cours de construction. Ce n'est pas encore construit parce qu'aujourd'hui, on peut voir quand même qu'il y a beaucoup de colère des femmes qui s'expriment dans la société. Donc, on est beaucoup dans la colère. Ça veut dire qu'on n'a pas arrivé à un équilibrage. Et donc, l'idée, c'est pas que l'équilibrage se fasse par un rapport de force, mais que justement, on arrive à équilibrer quelque chose, à dépasser les anciens schémas qui étaient soit sur la domination féminine, soit sur la domination masculine, et qu'on puisse intégrer les caractéristiques aussi bien du féminin que du masculin. Alors moi, j'ai une autre position. Moi, je pense qu'il y a des polarités comme ça, il doit y avoir une alternance. C'est pas d'ailleurs qu'il ne doit pas y avoir une alternance, il y a une alternance. C'est pas une question de vouloir. Il y a un système qui... Alors, par exemple, poser une question d'un point de vue théologique, si on peut dire. Est-ce que vous êtes croyante, je ne sais pas. D'une certaine manière. Est-ce que si les hommes et les femmes existent, ce n'est pas pour se compléter, par exemple? Bien sûr. Et même dans la Genèse, on dit que la femme, l'homme était seul et Dieu lui a apporté la femme. Il y a tout un truc là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas, s'il y a des hommes et des femmes, c'est parce qu'il doit y avoir une raison. Et c'est pas, il ne s'agit pas de dire à un moment donné on va arrêter et tout sera pareil, etc. C'est pour ça que la notion de cyclicité et d'alternance pour nous est très importante. Actuellement, d'après nous, on est en train d'entrer dans une période de 7 ans qui est plutôt féminine et qui réagit aux 7 années qui sont passées et qui étaient plutôt masculines. Par exemple, actuellement, par exemple, on voit en Russie, par exemple, les mères qui commencent à protester parce qu'on envoie leurs enfants à la guerre, etc. En Iran, il y a eu des scandales concernant la coiffure, le voile, etc. Vous n'avez pas perçu, au cours de votre longue vie, vous êtes quand même d'un certain âge quand même, vous n'avez pas perçu cette alternance, par exemple, entre la gauche et la droite, il y a aussi des valeurs. Pour vous, la gauche est plutôt féminine ou plutôt masculine? On dirait que c'est plutôt féminine, mais enfin, pas à 100%. Maintenant, on peut parler de mouvements comme MeToo, mais qui a commencé il y a 5 ans. Donc, pour moi, en fait, oui, il y a des périodes, mais elles s'inscrivent, à mon sens, de manière beaucoup plus longue dans la durée que les 7 ans. C'est ma perception. Oui, mais dans la durée, le problème, Miroslava, dans la durée, c'est que ça exige que l'autre partie reste sur la touche pendant très longtemps. Nous, notre point de vue, c'est tout à fait différent. Je ne pense pas qu'on puisse imposer des périodes dans la durée, parce qu'à ce moment-là, il y a c'est un déséquilibre. Moi, je pense qu'il faut plutôt doser cette durée sur une période, par exemple, de 7 ans, qui est souvent le cas dans les constitutions politiques, voilà, il y a des mandats pour 5 ans, pour 7 ans, etc. Mais s'il fallait dire, voilà, pendant un siècle, je sais pas quoi, c'est insupportable. Mais c'est pas vraiment des décisions, en fait. Moi, ce que je vois, c'est des évolutions de la société qui sont en train de se mettre en place. Ben, nous, astrologiquement, on ne pense pas du tout comme ça. On pense que c'est un système qui est là depuis des millénaires et qui ne dépend pas de nous, en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, ça ne dépend pas de la volonté. On ne peut pas décider, mais ça y est, maintenant, on fait ça. Comprendre le système, c'est justement comprendre qu'il y a cette alternance et qui n'est pas sur des très longues durées.
Ça, c'est une Vous volonté pensez- politique, vous me parlez Comment d'une volonté. Ça, c'est une volonté politique dont vous parlez. Non, pas du tout. D'accord. Vous parlez Non, de c'est le l'astrologie. système lui-même Système. qui le prévoit. Le système qui paraît d'ailleurs raisonnable. Demander, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans la vie sociale, demander aux gens de laisser la place pendant 7 ans et après d'attendre pour reprendre sa place, les gens trouvent que c'est à peu près correct. Maintenant, si vous leur dites qu'ils vont attendre 30 ans ou 100 ans, alors là, ça devient complètement autre chose. Ça, c'est une volonté. Je l'entends, mais de ce que je sens, de ce que je vois, c'est pas, en fait, au niveau social, ça se passe pas tout à fait de cette manière. C'est pas ma perception. Après, ce que vous avez dit par rapport au fait qu'il y a des hommes et des femmes, effectivement, en fait, dans la création, il y a des énergies féminines, masculines. On le voit, enfin, toutes les traditions du monde en parlent. Donc, dans certaines traditions, on va parler du yin, du yang, qui sont en train qui se complètent, effectivement. Dans d'autres traditions, on va parler de la mère terre, du ciel père, avec des énergies qui se complètent effectivement aussi. Et donc, c'est quelque chose qui est inhérent à la création. Ceci dit, de la Genèse, il y a d'autres versions aussi, avec une femme qui s'appellerait Lilith et qui serait la première femme d'Adam. Donc, Lilith, oui. Voilà. Et donc, d'après cette version, eh bien, les deux ont été créés en même temps. Il y a encore cette histoire de dualité. Oui, il y a plusieurs textes dans la Genèse, mais il y a un autre texte qui dit Dieu voit que l'homme est seul et il décide de créer une femme pour... Et bon, ça c'est un autre texte qui me paraît très, très, très significatif. Et justement, j'aurais... le pouvoir féminin ne fonctionne pas de la même manière que le pouvoir masculin. Non, parce que ce n'est pas les mêmes caractéristiques, tout à fait. Oui. Justement, est-ce que vous avez une idée de la différence entre une société qui est organisée selon le principe masculin et une société qui est organisée selon le principe féminin? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, si vous voulez, dans une société qui est régie par l'énergie plutôt féminine, il y aura plus de partage, plus d'entraide, plus d'égalité entre les personnes. Aussi, la possibilité de changer les rôles. L'homme qui peut rester s'occuper des enfants et la femme qui peut aller travailler. En fait, c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide. Tandis que dans les sociétés qui vont être plus sur un modèle masculin, ça va être plus axé sur le mérite, le travail, la comparaison, la compétition les uns des autres. Les rôles sociaux sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus déterminés. Il y a des sociologues qui en parlent. Par exemple, vous prenez Hofstede, qui est un sociologue de mémoire hollandais, qui explique que les sociétés sont en train de... En fait, selon les différentes cultures, les sociétés se régissent d'une manière ou l'autre. Dans les sociétés plutôt nordiques, vous allez avoir plus une composante féminine qui est plus grande. Dans certaines sociétés du Sud également. Et puis, eh bien, vous prenez des sociétés, je pense que la société française est plutôt masculine, pas extrêmement masculine, mais elle l'est. Vous prenez une société comme la société américaine, elle est quand même plutôt masculine aussi, parce qu'on est beaucoup sur le mérite, l'individualisme, etc. Donc ça, c'est des valeurs qui sont plus masculines. Donc effectivement, il y a dans l'énergie, dans la manière de faire des affaires, l'approche n'est pas la même. Oui. Mais moi, je vois les choses autrement. Moi, je pense au niveau de l'exercice du pouvoir, il y a le pouvoir d'en haut et le pouvoir d'en bas. C'est-à-dire que, alors, donc, chez le pouvoir féminin, c'est le pouvoir d'en bas qui remonte. C'est ce qu'on appelle, enfin, il y a, dans la Bible, il y a un texte de Jérémie qui dit, il parle de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Vous avez peut-être entendu parler dans le christianisme de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est le chef qui un personnage, c'est l'homme providentiel, c'est-à-dire que c'est une personnalité et autour d'elle il y a des gens qui vont graviter, qui vont tourner. Dans l'autre alliance, c'est plutôt un mouvement collectif, un mouvement de masse. C'est ça. Et donc c'est pour ça que je dis ça. Et là, bon, on peut développer, mais dans l'ancienne alliance, au fond, il y a un chef qui est là, qui est charismatique, qui exerce une autorité, une attirance, et on va vers lui. Et puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, il y a le relais qui est pris par cette énergie qui est plutôt souterraine, si on peut dire, subconsciente.
À ce moment-là, ce n'est plus un homme qui vient, qui se distingue, c'est plutôt un mouvement de masse. Est-ce que vous voyez en fait, ce que vous dites, c'est une autre manière de dire ce que je dis. Je ne sais pas si vous voyez les liens. Quand on est dans le pouvoir pyramidal dont vous parlez, on est dans un mode de fonctionnement masculin. Parce que pour arriver au top, il y a de la concurrence, il y a une certaine rigidité des rôles. Il faut se distinguer, il faut montrer qu'on est voilà, exactement, ça c'est le mode de fonctionnement masculin. Voilà. Et ce que vous appelez, et en plus qui vient d'en haut, donc on a dit dans certaines cultures, on va parler du Père Ciel, c'est le pouvoir qui vient d'en haut. Oui. Et vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir souterrain qui vient de la mère Terre et qui est féminin et qui va se concrétiser par le fait qu'il y a un mouvement de masse, un mouvement de groupe, et donc c'est justement l'énergie féminine qui va être dans la reliance et qui va monter vers le ciel. Voilà, et c'est exactement la même chose que je dis. Justement, ce qui me surprend, c'est que vous ne voyez pas qu'il y a cette alternance, justement. Par contre, pour l'alternance, ce n'est pas ce que je ressens et ce n'est pas ce que je vois. Justement, bon, c'est ça qui est différent. Justement, nous, on insiste beaucoup sur cette alternance, et qui me paraît d'ailleurs raisonnable, parce qu'on ne peut pas demander aux gens le pouvoir, on ne peut pas s'exercer indéfiniment, si vous voulez. On ne peut pas constamment accepter le pouvoir d'en bas, on ne peut pas non plus accepter constamment et définitivement le pouvoir d'en haut. Il faut qu'il y ait, il y a un moment, il y a un temps, comme on dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour qu'il y ait des hommes qu'on voit et qui se mettent en avant et vers qui on va. Et puis il y a un moment où il y a une lassitude par rapport à ça, et à ce moment-là, il y a une énergie qui prend le relais et qui est d'autre nature. Mais je pense que là, on est arrivé à un point de l'humanité, enfin de l'histoire de l'humanité, où peut-être les modèles de fonctionnement sont en train de changer, et peut-être qu'il y a de nouveaux modèles qui émergent et qui permettent d'avoir cette complémentarité au lieu d'une alternance qui a pu avoir lieu. Mais c'est une complémentarité, l'alternance. C'est une alternance, donc en fait, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. A priori, normalement, la véritable alternance, c'est marquée par la complémentarité. La complémentarité dans le temps. L'assistance est le problème de la différence entre le temps et l'espace. Vous pensez plutôt à une complémentarité dans l'espace, il y a les hommes et les femmes, et dans l'autre part, il y a la complémentarité dans le temps. Il y a un temps pour les hommes, il y a un temps pour les femmes, et ainsi de suite. C'est ça la différence. Je trouve qu'on ne peut pas, en fait, si vous allez en arrière dans l'histoire, pendant très longtemps, ce n'était pas du tout le cas. Donc, parler de cette alternance sur 7 ans, c'est pas ce qu'on voit dans l'histoire, en fait. Oui, mais l'histoire, vous savez ce que raconte l'histoire. Vous savez, le grand problème de l'histoire, c'est qu'elle est dans les généralités dans le temps. Elle voit des grandes périodes comme ça. Mais il ne faut pas que ça cache une complexité beaucoup plus grande, etc. Mais ça, on peut en discuter, mais effectivement, il faut faire très attention à ce que disent les historiens, parce qu'ils découpent le temps de manière très grossière, très schématique, et ils ne voient pas qu'il y a un temps beaucoup plus, à une échelle beaucoup plus modeste, d'alternance, qui existe. Mais effectivement, je comprends votre point de vue, mais c'est parce que vous êtes marqué par l'approche historique classique, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'Antiquité. On s'aperçoit que finalement, par exemple, au XVIIIe siècle en France, les femmes jouaient un rôle très important. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Il y avait tous les salons, les femmes, etc. Il y a eu des périodes aussi. Et même, par exemple, la Révolution française, tous les mouvements de masse, il y en a eu à différentes époques, des mouvements de masse, révolution, protestation. Moi, je ne crois pas du tout à ce que nous vivions dans une période particulière. D'accord. Je pense que ça a toujours été comme ça, c'est prévu comme ça depuis toujours. La seule différence, c'est qu'à un moment donné, on en est conscient, et à un moment, on n'en est pas conscient. D'accord. Écoutez, c'est un point de vue qui est intéressant. Bon, je ne partage pas forcément tous les éléments, mais j'entends qu'il puisse y avoir un point de vue différent. Parce qu'on dit on va faire comme ça, c'est certaines planètes qui à un certain moment sont dans certaines configurations, au moins elles sont une configuration, donc c'est un système qui est quelque chose de très très ancien, très structuré, et qui est la loi qui nous gouverne quelque part. Je continue, mais en tout cas c'est intéressant ce point de vue-là.
Alors, est-ce que par exemple, dans la langue, justement dans la langue, vous parlez du bulgare par exemple, la langue elle véhicule aussi la problématique du masculin et du féminin. Elle joue moins bien, mais elle le véhicule. En français, c'est moins clair qu'en bulgare, je pense. Parce que en bulgare, je ne sais pas comment on dit, mais c'est comme en russe. Le féminin, c'est souvent en A, ce qui n'est pas du tout le cas en français. En français, on ne met pas du A pour marquer le féminin. Vous savez comment on marque le féminin en français? Avec un E. Oui, par exemple. Mais c'est beaucoup plus discret. C'est plus discret, oui, c'est moins vrai. fort. La langue française est beaucoup moins marquante sur ce plan-là que même l'espagnol ou l'italien, qui sont eux, alors là, c'est le O, c'est le A. Et donc, de ce côté-là, on est plus proche des langues germaniques, à certains côtés. Et même le russe marque beaucoup le A. Et moi, je connais aussi les langues sémitiques, beaucoup de A et de O, comme ça. Et bon, ça, c'est quand même une tradition très ancienne qui nous rappelle que cette question du féminin et du masculin, elle est très déterminante, elle est très importante. Vous savez quelle est la bizarrerie du français? Par exemple, quand je dis « elle prend sa voiture », ça ne vient pas du fait que c'est elle, ça vient de la voiture. Le qualificatif, vous voulez dire de voiture? C'est la voiture qui est féminine, c'est pas elle. Oui. On va dire aussi « il prend sa voiture ». Oui, c'est vrai. Donc on va dire « elle prend son temps » ou « il prend son temps ». C'est le temps qui détermine. Donc c'est un peu bizarre, ça aussi. Il y a des questions comme ça qui sont un peu étranges. En anglais, par exemple, au moins ils disent his car, her car. Oui. On sait de qui on parle. Mais en français, on ne le dit pas. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est une anomalie? Est-ce que c'est une corruption? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est dégradé? Mais il y a des, par exemple, vous me disiez que pour marquer le féminin, on met le E en français. Oui, mais le problème, c'est pas tout à fait. Enfin, on ne peut pas vous faire un cours de linguistique, mais à mon avis, ça rentre complètement dans la discussion. Mais si je dis grande, je n'entends pas le E en fait. Si vous dites? Je n'entends pas le E. Si vous dites quelle... Grande. Oui. J'entends le D. Non, on n'entend pas le E, bien voilà, sûr. donc quand vous dites on ajoute le E, non, c'est pas tout à fait comme ça. À l'écrit. Oui, à l'écrit, oui, d'accord. Dans la communication. Dans la communication orale, oui, c'est plus subtil. Petite. Si vous dites à quelqu'un on met un E, bon, d'accord, mais on l'entend pas. Donc, en fin de compte, le E, il sert à prononcer le T. La consonne qui précède. Voilà, donc il y a quand même une conscience du linguistique qui est encore à travailler, oui, hein, pour mieux comprendre quel est le mécanisme qui permet de passer du féminin au masculin. C'est plus subtil en tout cas. Oui. Bon, on pourrait discuter là-dessus, je ne peux pas vous fatiguer là-dessus, mais effectivement, vous parlez l'allemand, je crois? Non, mais je parle l'anglais, effectivement le bulgare, l'espagnol aussi. Quoi? L'espagnol un peu, l'anglais, le français. Mais l'allemand est un cas intéressant. Par exemple, beaucoup de France. Vous, par exemple, vous savez, alors là, on sort du sujet, mais par exemple, comment vous dites une femme et un cheval. Comment on passe de une à un? En allemand? Non, en français. Avec un E? Non, mais une. Oui. Le 1. Le 1, c'est quoi le 1? C'est pas. Normalement, Bien sûr, oui. le 1, c'est un son spécial, le 1. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Non, mais parce qu'on n'est pas habitué. Une. Ouais. On a dit que une, on ne prononçait pas le E, donc une. Oui, Quand vous enlevez le E, qu'est-ce que ça donne? Ça fait 1. Oui, mais 1, c'est pas. Pour quelqu'un qui est. Vous êtes habitué, mais
c'est pas logique de passer de Non, livre c'est à pas un. logique. La langue française n'est pas logique. Il y a beaucoup de J'ai pas dit choses que c'est qui... évident, j'ai pas dit que c'était pas logique, mais il Il y faut a beaucoup de choses qui sont comprendre le à système. apprendre. C'est un système qui est particulier, qui est assez Mais complexe. parce qu'il est oui. souvent mal enseigné, surtout. C'est le problème. Il y a un mauvais enseignement sur beaucoup de choses. Mauvais enseignement du masculin et du féminin, des hommes et des femmes, etc. D'autres choses aussi, mais oui, effectivement. Mais en C'est une réalité, il langue y a des assez règles complexe. précises. Par exemple, le 1, c'est un son particulier, le 1. On ne trouve pas dans d'autres langues. Donc, dans aucune langue que sais vous pas. connaissez, il y a du 1. Le son 1 est le même que le son on. Le on, le 1, le en. Ouais. Ce sont des sons qui sont inventés par la langue française Oui, d'accord, dans ce sens. Oui, tout à fait, ça c'est et vrai. qui servent à marquer par exemple, grande. On dit grande, mais en réalité, on devrait dire grande et grand. Aussi un problème à ce niveau-là. Ouais. C'est le masculin qui a ses sons particuliers. Et Ouais. le féminin a des sons plus classiques, plus banals. Plus terre à terre, enfin plus. Petite, bon, tout le monde comprend petite. Bon, mais grande, beau, il y a des cas où c'est vraiment très spécial. Mais par exemple, même le simplement un et une, rien que ça, quelqu'un qui Je va vois ce que apprendre, vous voulez je sais dire, pas c'est comment très vous avez fait pour intéressant. apprendre le français, mais Bah, je l'ai appris à apprendre l'école. à prononcer le un quelque chose, c'est un son qu'il faut apprendre à C'est un exercice, ça c'est vrai. C'est un exercice et c'est un son qui vient de l'arrière de la tête et qui vient un peu du nez. Ah oui, Et donc effectivement, c'est plus proche du masculin, qui est plus proche de l'air, qui est plus proche du ciel. ah oui. Ah donc là, vous arrivez Ah là, oui. à trouver une explication masculine Bah, à ces sons. symboliquement parlant, oui, En on, tout cas, on effectivement, parlait en de ça. français, il y a des sons qui sont réservés aux masculins. Et qui sont effectivement, ces sons qu'on prononce plus par le nez, sont effectivement plus liés à des mots qui vont être au masculin, mais c'est très bien vu, parce que et effectivement, ce sont des sons qui sont liés Et on n'a pas ça en au espagnol, on masculin. n'a pas ça en italien. Donc, est-ce que ça veut dire que le français a mieux gardé une conscience de la dialectique masculin-féminin que les autres langues? Différentes. Moi, je dirais à sa manière. Oui, mais c'est Parce quand même plus sophistiqué, c'est plus c'est subtil. sophistiqué, c'est subtil, complètement. Ça, je suis Et d'accord. donc, c'est quand même plus élaboré, quelque part. C'est C'est pour ça qu'on peut subtil et penser que le français est une langue qui a conservé, oralement en tout cas, parce que quand vous dites quand c'est écrit, on ne voit pas. On ne voit pas le son de l'écrit. Ouais. Mais il y a une tradition orale qui est passée, qui a conservé des sonorités qui ont disparu peut-être. Ça, il faudrait voir avec les linguistes à quoi, Oui, à mais quoi je dis c'est ça, dû. parce- Est-ce que c'est une langue latine, mais dans ce cas-là, les autres langues latines devraient avoir les mêmes règles. Or, c'est pas le cas. Mais c'est peut-être un héritage plus ancien encore. Ça, voilà. il faudrait voir quelqu'un Là, qui il y a connaît des choses vraiment en qui se sont linguistique, mais perdues c'est en vraiment cours de route. intéressant. Voilà. Et le français est une langue qui a gardé des choses très archaïques, peut-être, que d'autres langues n'ont pas. À sa manière et d'une manière très Notamment l'anglais, par sophistiquée. exemple, l'anglais emprunte au français, il trahit le français. Ouais. Oui. Chaque fois qu'il emploie, par exemple, vous prenez le mot intelligent. Alors, on a intelligente et intelligent. En anglais, c'est intelligent. Ils ont perdu le en de intelligent. Peut-être qu'à la base, ils n'avaient pas cette Mais si, approche mais de la langue. à la base, ils ont emprunté au français, donc c'est pas une question de base. Ils ont emprunté le français, mais il est venu sur un système qui existait déjà. C'est comme le français aujourd'hui qui est une langue latine, mais à la base, il y avait une base sur laquelle Non, ça mais là s'est c'est plutôt une greffé. erreur. Non, là, c'est pas le cas, c'est plutôt une erreur sais de pas. compréhension et de transmission. Parce qu'ils n'ont pas du tout cette tradition dans leur propre langue. Exactement, c'est qu'à la base, ils n'avaient pas cette tradition, donc c'est une tradition qui n'est pas passée du coup dans la Non, langue ça n'a pas anglaise. été transmis, ça n'a pas été transmis. Certainement. En particulier parce que ça a peut-être été transmis par l'écrit et pas par l'oral. Parce que par exemple, vous avez appris le français par l'écrit ou par l'oral. Les deux. Vous avez baigné très jeune dans le Oui. français. Oui, c'est une chance. Mais si vous étiez passé par l'écrit, vous auriez un autre, vous n'auriez peut-être pas saisi certaines particularités du français. Peut-être. Mais ça serait intéressant à voir avec des linguistes, parce que c'est effectivement passionnant et c'est une approche très très intéressante. Il me manque malheureusement des éléments de connaissances historiques pour pouvoir Oui, mais vous je donner veux dire que des ça réponses n'est précises, pas mais étranger à la c'est très question du intéressant. masculin et du féminin. Complètement. Au niveau du masculin et du féminin, ce que vous avez dit, par contre, c'est tout à fait pertinent, Oui. à mon sens. Voilà.